rejoint avec les personnes qui participent à ce webinaire. Donc là, je mets ma casquette à la fois plusieurs casquettes, donc président de l'EPC, mais également mon expérience à partir de mon poste de CEO de Vivendi, de PDG de Gameloft, et aussi de mon passé de psychologue, puisque j'ai fait des études de psychologie et que ces sujets m'intéressent beaucoup. Mais je vais laisser la main à notre animateur vedette, plus qu'animateur. C'est lui qui est je dirais, l'inventeur du psychodon, et c'est lui qui va introduire le sujet, certainement. Donc, j'espère que Didier nous a rejoint et que tu es avec nous, ainsi que les autres invités. Alors, je vais me permettre je ne sais pas si vous m'entendez, je vais me permettre de prendre la parole à la place de Didier, qui a priori n'est pas encore arrivé, mais qui va… Donc, je suis Nathalie Ducongé, directrice de la communication des entreprises pour la Cité. Donc, effectivement, c'est dans le cadre de notre assemblée générale que nous avons souhaité organiser ce webinaire sur les fragilités psychiques en entreprise. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, parce que je sais que certains d'entre vous n'ont pas participé à la précédente réunion, c'était juste pour les entreprises pour la Cité, qui est une association qui accompagne les entreprises et qui les aide à être plus engagées dans la société au service de l'intérêt général, qui a été créée, cette association, il y a plus de 30 ans par Claude Bébéard et qui compte aujourd'hui, donc on l'a déjà dit tout à l'heure, 180 entreprises qui travaillent donc avec nous sur notre expertise, que sont l'égalité des chances dans l'éducation, le numérique, l'emploi et la diversité, le mécénat et les investissements citoyens. Donc, nous accompagnons les entreprises et nous les aidons à travers des ateliers, des événements, des études, des publications, des formations et des prestations sur mesure. Et nous sommes également porteurs de programmes comme la Charte de la diversité. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus parce que Anne a évoqué le sujet tout à l'heure. Et puis, le programme d'action comme Innove Avenir, qui est un programme d'inclusion numérique et qui est à destination des jeunes des quartiers prioritaires et des zones rurales, afin de les aider à mieux appréhender le monde de demain en pleine transformation digitale. Voilà, donc juste une petite information sur ce webinaire et notamment le déroulé. Dans une première partie, nous allons aborder donc les fragilités psychiques en entreprise pendant le confinement et une deuxième partie sur les fragilités psychiques post-confinement. À l'issue des deux parties, vous aurez la possibilité de poser des questions via l'outil Livestorm. Vous avez un onglet en haut à droite de votre écran. Alors, nous ferons notre possible, bien entendu, pour répondre à toutes vos questions, mais si jamais nous n'avons pas le temps, ne vous inquiétez pas, nous avons la possibilité de vous répondre ultérieurement. Alors maintenant, je vais en profiter pour saluer les trois intervenants de notre webinaire. Donc, Stéphane Roussel qui s'est présenté, qui est le président donc, des entreprises pour la Cité, mais également le professeur Franck Bellivier, que je vois apparaître, qui est délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Et puis, notre ami Didier Meyrand, qui est journaliste, qui doit animer ce webinaire, et fondateur du Psychodon, et j'espère qu'il ne va pas tarder à arriver. J'espère qu'il est arrivé, je ne sais pas s'il est là ou pas. Donc, a priori, il n'est pas… Bon, étant donné qu'il n'est pas encore arrivé, je pense qu'il va nous rejoindre. Il voulait donc, dans un premier temps, on avait prévu, donc, il vous présente le Psychodon, notamment avec une petite vidéo et les actions qu'il mène. Mais du coup, bon, on va le faire peut-être ultérieurement. Et en attendant qu'il arrive, je vais laisser la parole notamment à monsieur le professeur Franck Bellivier, et notamment pour avoir son point de vue du psychiatre et du délégué ministériel sur les fragilités psychiques pendant le confinement. Bien, bonjour à tous. Effectivement, on m'a confié la tâche de faire un point qui n'est pas encore tout à fait stabilisé d'ailleurs sur ce qui s'est passé en population générale confinée, puisque nous avons certains signaux dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a un bruit de fond derrière un des participants qui pourrait, je pense, utilement couper son micro. Voilà, beaucoup mieux, merci beaucoup. Oui, donc évidemment, suite aux signaux alors très indirects que nous avons eus pendant le confinement, d'un certain nombre de modifications sur l'état psychologique des personnes de la population française confinée,
Nous avons ensuite essayé, au travers de différentes enquêtes, quand je dis nous, c'est pas forcément à l'initiative du ministère, mais la communauté des psychiatres et des psychologues s'est mobilisée pour essayer d'identifier ces signaux, de les préciser et en particulier de préciser leur ampleur. Donc, on avait en gros 3 grands sujets de préoccupation pendant cette période de confinement, dans trois principales catégories de personnes, avec des phénomènes de souffrance psychique qui se présentaient à nous pas tout à fait de la même manière. D'une part, il y a eu l'impact du confinement sur les personnes qui étaient connues des services de soins psychologiques, les structures sanitaires et médico-sociales qui avaient en charge les personnes porteuses d'un trouble ou d'un handicap et qui était un premier sujet de préoccupation pour savoir comment les systèmes de suivi de ces personnes et les personnes elles-mêmes allaient pouvoir s'adapter à ce contexte tout à fait inédit auquel personne n'était préparé et comment allaient effectivement se manifester ces éventuelles difficultés. Un deuxième groupe de personnes, ce sont les effets du confinement sur la population générale, et c'est surtout de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Et puis, il y a un troisième groupe de personnes qui concerne les soignants, puisque cette situation inédite a eu un impact sur les professionnels des structures sanitaires, médico-sociales et sociales. En ce qui concerne la population générale confinée, plusieurs enquêtes ont permis d'établir que certaines personnes de la population générale, donc pas connues des services de santé mentale, avaient connu des difficultés. Ce qui a été mis en avant au départ, c'est le risque de psychotrauma en population générale. Et ça, en réalité, ça ne s'est pas confirmé, et ça ne s'est pas non plus confirmé d'ailleurs chez les soignants, chez lesquels on pensait qu'il y aurait une forte incidence des situations de psychotraumatisme. Alors que, en effet, si on regarde bien ce qui s'est présenté à nous comme situation, les facteurs, certes stressants, ne remplissaient pas les critères de facteurs pourvoyeurs de psychotraumatisme à proprement parler. En revanche, on a des signaux très clairs pour indiquer qu'il y a eu une forte augmentation des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs, des troubles du sommeil. Alors, par troubles du sommeil, j'entends surtout l'apparition et le dérèglement des rythmes circadiens, avec des journées qui étaient beaucoup moins cadencées entre les périodes d'activité diurne et les périodes de sommeil nocturne. Et on sait que ce dérèglement des rythmes circadiens sont en soi des facteurs pourvoyeurs d'anxiété et de dépression. Ces phénomènes sont particulièrement critiques à considérer chez les adolescents, qui ont évidemment, pendant cette période-là, et c'est vrai aussi pour les enfants, considérablement surconsommé des écrans. Et ça contribue aussi à dérégler les rythmes. Voilà. Et le dernier élément qui est apparu assez clairement, c'est une augmentation des addictions et en particulier des consommations d'alcool pendant la période de confinement. Donc, au sujet des états de souffrance psychique qui sont apparus pendant le confinement en population générale, on relève principalement anxiété, dépression, troubles du sommeil, en sachant que tout ça est lié, addiction et dans une moindre mesure, aggravation des idées suicidaires. Enfin, il y a un phénomène qu'on a mal mesuré, et je ne sais pas d'ailleurs très bien comment on va s'y prendre, c'est pourtant très intéressant pour l'auditoire d'aujourd'hui, c'est parce que nous n'avions pas anticipé ce sujet, enfin la communauté des psychologues et des psychiatres n'avait pas anticipé ce sujet. Or, il serait très intéressant de l'étudier. C'est certaines personnes qui relatent des difficultés d'adaptation au télétravail, avec des tunnels de 8 heures, 10 heures de téléconférence, en tout cas un mode de
travail auquel ils n'étaient pas forcément préparés, qui nécessitera probablement dans l'avenir d'être codifié. Mais en tout cas, c'est des témoignages, je dirais, anecdotiques, mais il me semble qu'il y a là une véritable mutation qui s'est opérée pendant le confinement, et il serait très intéressant d'évaluer l'impact positif, mais aussi possiblement négatif, en tout cas les limites de ce que nous avons découvert comme une ressource très intéressante, à savoir les dispositifs de télétravail. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette photographie qui est encore préliminaire de ce qui s'est passé en population générale confinée. Nous avons différents dispositifs de recensement en cours, et notamment un retour d'expérience d'un certain nombre d'initiatives qui se sont mises en place dans les différents départements. Donc, en fait, ce que je vous dis aujourd'hui est à la fois documenté par des enquêtes de grande ampleur et à la fois mérite d'être complété par un certain nombre de retours d'expérience complémentaires qui sont en cours. Je vous remercie beaucoup, professeur. Du coup, moi, je vais en profiter pour me tourner vers Stéphane Roussel, qui, lui, a, en tant que grand patron et puis surtout ancien DRH, quel a été en fait votre ressenti? Qu'est-ce que vous avez pu, quels sont les questionnements que vous avez, attendez, là, j'ai un mauvais son. Quels sont les questionnements, quelles sont les difficultés que les collaborateurs d'entreprise ont pu rencontrer lors de ce confinement? Alors, il n'y a pas beaucoup d'eau tiède, c'est-à-dire soit c'était à une période que les personnes qualifient, et ça je l'ai de beaucoup d'entreprises, pas seulement la mienne, de périodes intéressantes, enrichissantes d'un point de vue personnel et même professionnel, soit c'était pas la cata mais pas loin, avec des troubles qui ont été cités précédemment. Mais voilà, il n'y a pas eu d'indifférence en tout cas. Donc, je dirais que ce phénomène d'un accélérateur de ce qu'on vit en général, les personnes qui avaient des conditions de confinement, évidemment, dans l'espace et dans le temps agréables, et elles ont vécu ça comme presque un plus pour se retrouver, pour retrouver les siens dans un cadre qui mélangeait harmonieusement le privé et le professionnel. Donc, une forte expérience positive. Et ces gens-là, d'ailleurs, ne veulent pas revenir en arrière complètement avec la situation précédente, puisqu'ils disent finalement, on arrive à travailler en même temps, à être bien chez soi, sans le temps de transport, etc. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt un enseignement positif qui va servir bien au-delà de l'effet Covid sur les réflexions sur le télétravail, etc. Donc ça, c'est une population qui est je ne sais pas la mesurer, si c'est 20%, 30%, 40%, je ne sais pas. Et puis, à l'opposé, évidemment, pour ceux qui n'avaient pas l'espace, qui avaient à partager entre plusieurs adultes, plusieurs enfants, et pas avoir nombreux sur peu de mètres carrés, là, évidemment, pas besoin de faire un dessin, ça pouvait être une situation dramatique et qui va avoir des conséquences psychologiques au-delà même du confinement. Donc, là aussi, on parle souvent d'inégalité des chances. Là, voilà, vous avez un accélérateur positif de la réflexion pour ceux qui peuvent se payer le luxe, je dirais, quelque part, de se poser ces questions-là. Puis, inversement, pour ceux qui sont dans des conditions déplorables, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, évidemment, il n'y a pas une adéquation évidente entre les deux phénomènes. Il y a des gens qui étaient en situation très stressante parce que dans un petit espace, qui sont très bien sortis psychologiquement, puis ils ont trouvé les ressorts personnels et familiaux pour le faire, et puis d'autres qui étaient dans des conditions favorables, évidemment, qui n'y sont pas arrivés. Donc, ce qui était étonnant, en tout cas, maintenant qu'on a des retours un peu plus nombreux, c'est évidemment que personne n'a été indifférent, personne n'a envie de revenir sur la situation précédente, mais pour des raisons diamétralement opposées. Et puis, pour rebondir sur ce qu'a dit le professeur, c'est que, en fait, il y a eu des comportements aussi sur la gestion de soi-même et de son corps qui ont été à l'opposé. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de personnes qui en ont profité, je dirais, pour pouvoir faire du sport et un régime, parce qu'elles avaient le loisir de pouvoir le faire. Et puis, inversement, il y en a d'autres qui sont tombés dans l'alcoolisme. Donc, effectivement, je dirais que
les comportements et l'inégalité des situations n'a fait que creuser un fossé qui était pas le fossé habituel entre des privilégiés et des non privilégiés, mais un autre type de fossé à la fois psychologique et de conditions matérielles, puissance 10. Donc, en résumé, je dirais que d'un point de vue entreprise, en tout cas, puisque là, j'ai la chance d'avoir un panel qui n'inclut pas des exclus, je dirais, qui eux, ont certainement vécu ça de manière très plutôt dans souffrance. On a un phénomène comme ça de accélérateur à l'opposé, je dirais, et on ne peut pas faire de généralité, mais les gens l'ont senti très fort, positivement ou négativement, avec cette volonté on en reparlera peut-être dans la deuxième période pour le déconfinement, de toute façon de ne pas revenir comme avant, encore une fois, pour des raisons positives ou négatives. Voilà ce que j'ai envie de dire en premier tour de table sur les enseignements du confinement, avec beaucoup d'espoir sur aussi comment mixer le télétravail évidemment avec le fait de vouloir se retrouver physiquement. Et là, il n'y a pas je pense que vous avez tous constaté, on s'aperçoit que 80% du temps, le télétravail suffit à travailler, mais que pour les 20% du temps où tout se passe d'un point de vue informel, il est indispensable d'être ensemble. Là aussi, c'est un paradoxe. On ne peut pas dire « Ah bah oui, ça a révélé qu'on n'a pas besoin de se voir ». Bien sûr que non. Ça a révélé que 80% du temps, on peut se faire ça autrement, mais que dans 20% des cas, évidemment, il faut être ensemble, ne serait-ce que pour la dynamique et l'intelligence collective. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Donc là, je vois que Didier vient de nous rejoindre. Il faut juste qu'il mette son petit micro. Bonjour Didier, donc je suis ravie. Donc du coup, je vais lui laisser la parole. Alors pour ton information, Didier, nous avons déjà abordé toute la partie fragilité psychique chez les collaborateurs pendant le confinement. Donc ce que je te propose, c'est un peu de chambouler l'ordre du jour en parlant maintenant les fragilités psychiques post-confinement, et puis on te laissera conclure si tu veux en nous présentant le psychodon comme tu souhaitais le faire en introduction. Bravo pour l'intérim en tout cas, bravo. Hein. Merci Nathalie, oui. Bravo Nathalie. Quelques problèmes d'embouteillage, j'ai beau avoir du télétravail, mais j'ai eu beaucoup de mal à accéder à notre bureau. Est-ce que vous m'entendez, me voyez tous? Apparemment ça fonctionne. Alors peut-être pour commencer, Nathalie, tu proposais que je présente le psychodon? Alors, pardon. Non, je te proposais de continuer sur la dynamique, c'est-à-dire que là, on a vraiment abordé toute la première partie, les fragilités chez les collaborateurs d'entreprise pendant le confinement, et l'idée c'est peut-être de prendre la suite, les fragilités psychiques post-confinement. Je pense qu'il y a plein de choses à voir, et on terminera peut-être par le psychodon pour avoir quand même une suite logique, ça ne t'ennuie pas. Très bien. Alors pour être très précis, les fragilités psychiques après ce confinement et dans cette période, comment on peut les observer? Et je vais vous proposer de les observer à travers deux critères paradoxaux. Vous avez d'un côté les exigences de performance de l'entreprise, qui sont des performances économiques bien légitimes, bien compréhensibles. Il faut retrouver du business, il faut retrouver son activité. Donc, question de performance économique et sociale. Et de l'autre côté, vous avez dans cette période de post-confinement, des fragilités individuelles, des personnes qui ont souffert avec le déni, le repli ou le risque anxieux, et des fragilités des communautés de compétences. Quand vous tendez des éléments aussi paradoxaux que la performance économique et sociale, réalité d'exigence, et fragilité des individus, des personnes et des communautés de compétences, quand vous tendez, eh bien, cette tension crée le risque psychique. Et si l'on tend d'une manière mal orchestrée par les ressources humaines, qu'est-ce qui peut s'opérer? Le lien se casse et le risque psychique, la maladie psychique, c'est la maladie du lien. La maladie du lien, c'est la dépression, la schizophrénie, la bipolarité. Pour être simple, ce sont des maladies du lien. Et pour bien les comprendre dans notre environnement qui est le vôtre, celui de votre entreprise, c'est de
regarder cela à travers ce paradoxe. Exigence de performance et fragilité des individus et de communautés de compétences. Tension égale risque psychique égale risque de décompensation des collaborateurs, c'est-à-dire des passages à l'acte ou des burn-out ou des risques dépressifs ou des risques anxieux. Après, je ne sais pas si vous en êtes là, mais on peut se demander qu'est-ce qu'il faut faire? Comment adapter les rythmes de travail? Y a-t-il eu des temps de bienveillance, de reprise du travail, aussi bien sur le plan quantitatif et les modalités en termes d'organisation du temps de travail, mais y a-t-il eu aussi des temps où on a posé la parole avec ses collaborateurs, avec les personnes avec qui on a l'habitude de travailler, des communautés de compétences élargies, où on a déposé ses craintes de retour au travail, ses peurs, ses angoisses, ses anxiétés, parce qu'on a dû quitter, comme on le dit fréquemment en ce moment, on a dû quitter la cabane qu'on s'était faite. On parle du syndrome de la cabane. On s'était fait une cabane, non pas évidemment en feuillage et en beau branchage, mais avec un intérieur qui était le sien, qu'on a travaillé. On a travaillé son intérieur. On a travaillé son intérieur d'espace de travail. Et puis les collaborateurs doivent se projeter pour retourner au travail et redonner une place au travail qui n'était pas celle qu'ils avaient depuis plusieurs mois. Parce que depuis plusieurs mois, la conciliation vie professionnelle familiale s'opérait dans la maison. On pouvait passer de l'ordinateur à la cuisine, à du travail avec les enfants, ou peut-être à aller faire ses courses. Et le travail avait une place au sein d'un tas d'autres activités, dans la cabane. Aujourd'hui, le travail, il faut y retourner. Il faut quitter la cabane. Et quitter cette cabane, c'est compliqué parce que, dans les grandes villes, il faut se heurter au masque, dans le métro ou au bureau. Et dans notre société, la morphopsychologie, c'est important. On communique avec l'autre avec le sourire. Et qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Il faut aller travailler avec des gens masqués. Donc, la communication morphopsychologique est changée. C'est pareil pour les gestes barrières. Les nouvelles distances nous imposent des modalités de travail complètement différentes. Tous nos rituels sont à réactiver alors que nous sommes fragiles. Je ne sais pas si Nathalie, c'est ce que vous attendiez, mais en tout cas, voilà les pistes que je propose. La tension entre un paradoxe économique et de performance et les fragilités individuelles et collectives des communautés de compétences, le retour à des rituels alors que nos visages sont masqués, le syndrome de la cabane qu'il faut faire deuil et retourner dans des organisations et accepter de leur consacrer 35 heures ou 40 heures alors qu'on avait pris déjà des habitudes différentes dans nos conciliations vie familiale, vie professionnelle. Je te remercie beaucoup, Didier. J'aurais juste aimé du coup avoir à la fois le regard d'un délégué ministériel et d'un psychiatre sur justement ces fragilités qui peuvent intervenir post-confinement, parce qu'il y a des gens qui, on a l'impression qu'ils n'ont pas forcément énormément souffert dans le confinement, mais après, il y a d'autres fragilités qui arrivent après le confinement. Et puis ensuite, de donner la parole aussi à Stéphane Roussel pour également avoir son point de vue du chef d'entreprise. Donc, je veux bien laisser la parole à Monsieur Franck Bellivier. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend a priori. Alors, je vais pouvoir, là encore, faire une description des signaux que l'on commence à détecter, certainement pas une analyse des liens éventuellement qu'il y a entre ce que l'on a identifié dans ces modifications profondes de contexte et ce qui est apparu chez certains, pas chez tous évidemment. Alors, une première remarque générale, comme l'a dit M. Roussel tout à l'heure, ce qui va se passer en déconfinement pourrait être pour un grand nombre de personnes le miroir de ce qui s'est passé pendant le confinement. Un soulagement de retourner au travail pour ceux qui ont ressenti ce confinement comme pénible, stressant. Au contraire, un stress de devoir reprendre le métro, reprendre les transports en commun, refréquenter des foules agrégées et retrouver le travail là où on était finalement bénèze dans son confinement.
Donc ça, c'est un premier élément. Je pense qu'au sujet de ce qui se passe au moment où les activités redémarrent, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs coïncidents. Au moment où les activités redémarrent, on parle beaucoup, et je voudrais, on l'a pas évoqué pendant le confinement, mais c'est aussi à l'œuvre en post-confinement, c'est l'effet du battage médiatique sur un certain nombre de facteurs. Et donc, au moment où on lève le confinement, on entend beaucoup parler de l'ampleur, de l'impact économique de la crise Covid. Et ça suscite évidemment beaucoup d'inquiétudes, puisque un certain nombre de professionnels peuvent développer une inquiétude concernant la pérennité de leur insertion professionnelle, ou en tout cas, certains peuvent craindre de basculer dans une forme d'insécurité, sinon de précarité professionnelle. Et ça a évidemment un impact très important sur la santé sur la capacité à se réadapter après cette longue période de confinement. Ces changements peuvent aussi être ressentis comme stressants. Et puis, pour ceux qui ont une inquiétude persistante sur le risque infectieux lui-même, eh bien, le fait de devoir reprendre une activité entre guillemets normale ou proche de la normale, il y a toujours, chez certains en tout cas, pas très loin dans les inquiétudes, et la crainte de contracter le virus. Est-ce que le virus circule toujours? Est-ce que nous sommes sûrs que la vague est passée? Et puis, chaque jour d'ailleurs, les informations évoluent, et ça a été vrai aussi pendant le confinement. Et ces informations qui arrivaient jour après jour et qui modifiaient le paysage jour après jour ont aussi contribué à développer une anxiété anticipatoire de ce qu'il y aura demain, puisqu'on a vu pendant toute la période de confinement, et c'est vrai aussi pendant la période de déconfinement, que l'actualité changeait jour après jour. Et ça génère un sentiment d'insécurité générale qui est, bon, bah, on n'est pas du tout dans une ambiance routinière. Chaque jour apporte son lot de nouvelles, parfois bonnes, parfois inquiétantes. Lisbonne reconfine, un nouveau cluster à Pékin, etc., etc. Et donc cette actualité très changeante est génératrice d'un sentiment d'insécurité. Donc ça, c'est finalement une architecture très complexe de facteurs stressants dont l'impact va être évidemment très variable d'une personne à l'autre. Et c'est difficile d'analyser des systèmes de causalité qui, à l'évidence, ne sont pas linéaires. Qu'avons-nous constaté? Et là encore, ce sont des constats extrêmement préliminaires. Et je vais laisser de côté le cas particulier des soignants qui a fait l'objet d'une attention particulière, mais qui, eux, ont été soumis à des facteurs de stress très, très particuliers. Donc, les données préliminaires dont on dispose en population générale suite au déconfinement, pardon. Donc, premier phénomène qui n'est pas d'ampleur très importante, mais nous avons vu un afflux de décompensation psychiatrique à proprement parler, c'est-à-dire des cas incidents de troubles mentaux, avec une augmentation de primo-consultants en psychiatrie, aux urgences ou ailleurs, qui était assez inédite. Donc, dans cette période de déconfinement, il y a eu un petit pourcentage de personnes, mais qui est quand même suffisamment important pour qu'on les notait comme une suractivité de primo-consultants en psychiatrie, d'authentiques décompensations psychiatriques dans la population générale, liées évidemment à cet ensemble de facteurs de stress que je viens de lister, qui est probablement d'ailleurs pas exhaustif, mais qui a joué un rôle de révélateur d'une vulnérabilité existante. Très vite, effectivement, on a également accès à des signaux concernant, Didier Meyrand l'a mentionné,
des situations d'épuisement professionnel et de burn-out, puisque au moment où on redémarre, il y a une pression pour finalement rattraper le retard. Et très vite, certaines personnes peuvent développer, comme on l'a beaucoup constaté chez les soignants, parce que cette pression a incité au surmenage, des états d'épuisement professionnel. Voilà, et le reste des constats sont ceux que je mentionnais dans la période de confinement, c'est-à-dire anxiété, dépression, addiction et troubles du sommeil, qui continuent leur cours évolutif dans le déconfinement, à ceci près que la reprise de l'activité professionnelle est un régulateur majeur des rythmes de sommeil notamment. Donc finalement, l'effet bénéfique de la reprise du travail, elle s'opère d'abord et avant tout sur les rythmes d'activité de sommeil, parce qu'ils sont des régulateurs de. Voilà, mais donc vous comprenez que pour pouvoir décrire ce qui s'est passé en entreprise